Coucou les merveilles, c'est Chloé. Dans cette vidéo, je voulais vous donner trois habitudes que j'ai mis en place en fait dans ma vie au fil des années, notamment à la troisième. Je dirais que je suis en cours de mise en place. C'est encore quelque chose que j'ai du mal à intégrer pleinement, mais je suis voilà, en processus par rapport à ça. Et c'est des habitudes qui vraiment changent la vie quand on est hypersensible. Des choses que j'aurais aimé mettre en place dans ma vie plus tôt, clairement. Ça m'aurait évité beaucoup de souffrance, beaucoup de, je dirais, d'énergie en fait gaspillée inutilement. J'ai perdu en fait énormément d'énergie en ne mettant pas en place ces trois habitudes. Donc voilà, je vais vous les partager dans cette vidéo. C'est des trucs qui sont vraiment tout simples. La première chose, et que c'est hyper puissant, voilà, rien que de commencer à me connecter à ça, ça me fait sourire. En fait, c'est d'être dans la gratitude. Mais je dirais plus précisément dans la gratitude vis-à-vis de l'autre. C'est-à-dire, quand vous êtes content de quelque chose chez quelqu'un, d'aller lui formuler, de le dire. En fait, quand on est hypersensible, forcément, voilà, on capte tout. euh, voilà, avec énormément déjà de finesse, mais aussi d'intensité. Donc c'est valable autant pour les trucs sympas que pour les trucs moins sympas. Donc des fois ça peut aussi causer des soucis, on va dire, au niveau relationnel, parce que on va capter, je sais pas moi, par exemple, je vais parler pour moi, hein, parce que c'est quelque chose qui m'arrive très souvent, je vais capter, comment dire, par exemple que la personne en face de moi ne va pas bien, mais se le cache. Ça c'est un truc, ça m'arrive très souvent. Ou alors la personne ressent de la colère mais se le cache. Enfin, un truc où en fait la personne elle a une émotion qui est un peu inconfortable, ou en tout cas qu'elle va juger et elle la bloque et elle porte un masque pour aller à l'inverse. Moi, en tant qu'hypersensible, en fait, je capte de suite l'émotion sous-jacente et je suis très troublée parce qu'il y a un décalage entre ce que je ressens et ce que la personne montre, et c'est compliqué. Et moi, dans mon parcours, ça m'a causé pas mal de soucis. Voilà, ça a entraîné des conflits parce que je réagissais plus à ce que je sentais dessous, et la personne, elle ne voulait surtout pas ne serait-ce même que se l'avouer à elle-même qu'elle ressentait ça, et puis du coup, en fait, ça crée des conflits. Et pendant longtemps, du coup, j'ai essayé de me taire en fait. Parce que vraiment, c'était plus fort que moi. J'ai remarqué que dès que j'ouvrais la bouche, en fait, je faisais ressortir ce qui était présent, et souvent ça passait très très mal. Parce que je faisais ressortir ce qui était sous-jacent. Donc pendant longtemps, j'ai vu mon hypersensibilité comme quelque chose de pas marrant, de chiant, un truc qui envenimait les relations. Voilà. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a toujours, en fait, c'est comme une pièce de monnaie, hein, vous avez le côté pile et le côté face, et il y a les deux côtés. Moi, en fait, j'avais expérimenté le côté pas sympa, on va dire, mais du coup, j'avais tout bloqué, et c'était dommage parce qu'en fait, en bloquant tout, donc en choisissant de me taire, je me privais, je m'empêchais d'être en lien avec le côté positif. Et le côté positif, c'est que bah oui, là je parlais, moi j'ai beaucoup expérimenté le côté dark pendant une période de ma vie, c'est-à-dire que je ressentais donc voilà, les choses que la personne n'osait pas s'avouer, et ça c'était compliqué pour moi à gérer. Mais si j'ai cette capacité, j'ai aussi la capacité de ressentir avec beaucoup de force quand quelqu'un, je sais pas, je vais percevoir une qualité chez quelqu'un, quelque chose que je trouve vraiment admirable, ou quelqu'un va avoir une attention à mon égard, ça va énormément me toucher. Enfin voilà, il peut y avoir plein de raisons d'être plein de gratitude et de voir la beauté chez l'autre. Mais en fait, du coup, comme j'avais pris l'habitude en plus de me taire, je taisais ça aussi. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper précieux de le formuler. Quand vous ressentez quelque chose de positif par rapport à une personne, d'aller lui dire, et avec déjà la passion dont on est capable en tant qu'hypersensible, mais aussi toute la précision. C'est-à-dire, pas juste dire ouais, merci, mais dire merci, je sais pas, par exemple. Merci parce qu'aujourd'hui, j'ai remarqué que quand je t'ai parlé, tu m'as écouté, genre
juste t'étais disponible, t'as arrêté, je sais pas, t'étais en train de faire le repas par exemple, dans la cuisine, t'as arrêté de faire le repas, tu t'es posé, tu t'es assis, tu m'as regardé, tu m'as offert ce temps. Et franchement, mais c'était tellement précieux et je me rends compte qu'il y a peu de gens qui prennent ce temps-là et qui m'offrent cet espace. Et franchement, voilà, c'est magique, merci beaucoup. Vous voyez, en fait, vraiment, le fait de détailler, avec toutes ces détails que les hypersensibles sont capables de capter, on le fait sans s'en rendre compte. Et c'est hyper nourrissant pour la personne qui reçoit ça. Et moi, c'est quelque chose, du coup, que je fais maintenant, je dirais presque au quotidien. Je le fais non seulement avec, du coup, mon entourage, mais je le fais aussi, par exemple, quand je vous présente un jeu ou un livre et que vraiment j'ai un gros coup de cœur pour la création, ben, maintenant je vais contacter souvent le créateur et lui formuler, voilà, lui dire j'ai trouvé trop fort cet oracle, j'ai adoré la façon dont vous avez détaillé le livret parce que enfin voilà, expliquer vraiment et transmettre. En fait, ça fait un bien, mais fou. Je veux dire, moi, franchement, ça me fait un bien de dingue de me connecter parce qu'en fait, je me connecte à ma sensibilité et je fais sortir en fait. Et là, pour le coup, c'est bienvenu parce que voilà, c'est un cadeau aussi que vous faites parce que vous êtes dans de la gratitude. Et j'ai pu observer, bien sûr, que les gens, ça leur fait aussi vachement de bien. En plus, du coup, on reçoit aussi parce qu'on sent qu'on fait du bien à la personne. Et c'est vrai que je trouve qu'on est dans un monde où on est éduqué beaucoup à critiquer, à montrer du doigt ce qui ne va pas. Et en fait, quand ça va bien, on dit rien. En fait. C'est dommage parce que, en fait, du coup, j'ai l'impression que finalement, peut-être que tous les êtres humains sont un petit peu en manque de reconnaissance. Souvent, on ne reçoit pas, en fait, de choses comme ça gratuites, sans arrière-pensée, sans je te fais un compliment parce que j'attends derrière qu'il y ait un tel retour. Non, juste cette gratitude spontanée, elle est finalement assez rare. Et voilà, en tant qu'hypersensible, je pense que, enfin, je trouve qu'on peut se connecter vraiment profondément à ce sentiment de gratitude et l'offrir avec, voilà, avec toute notre authenticité, notre pureté. Et c'est, en fait, je trouve que quand vous faites ça, vous faites du bien, franchement. Je trouve qu'on fait du bien au monde en faisant ça, on fait aussi du bien à soi. Parce que, en tout cas dans mon cas, c'est toujours enivrant, je dirais, c'est toujours incroyable quand je fais sortir ce que j'ai à l'intérieur de moi, quand je peux me connecter à mon ressenti et le délivrer à quelqu'un, en fait, voilà. Ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, ça c'est une habitude que j'ai prise et qui m'aide aussi du coup beaucoup dans mes relations parce que oui c'est vrai que je sais pas pourquoi, je veux pas me psychanalyser là tout de suite mais c'est vrai que dans ma vie, j'ai beaucoup expérimenté tout le côté sombre, en fait. Le côté sombre de l'hypersensibilité. Tous les pires côtés de l'hypersensibilité, je les ai expérimentés. Donc voilà, j'étais particulièrement attentive, notamment du coup, à mes ressentis sombres, quand je captais quelque chose de sombre chez la personne, sans me rendre compte que je captais aussi des choses lumineuses. J'étais vraiment dans un truc extrêmement noir. Après, j'étais en dépression, j'imagine que ça y était pour quelque chose. Et j'étais aussi en refus de mon hypersensibilité. Et je pense que ça jouait du coup aussi beaucoup. En fait, comme j'étais en refus de mon hypersensibilité, en vrai, je n'avais que les côtés négatifs de l'hypersensibilité. Voilà, ça, du coup, le fait maintenant de me concentrer aussi sur la lumière que je ressens et de la faire sortir, de la partager, ça a énormément apaisé mes relations. Et ça a aussi apaisé mon rapport à moi-même, parce que je me rends compte que je peux être moi-même dans les relations, je peux voilà, faire sortir mes ressentis, les exprimer. Donc ça me met aussi en paix avec mon hypersensibilité. Voilà du coup pour la première habitude. La deuxième, alors j'ai pas noté et j'espère que je vais réussir à me rappeler. Pof, pof, pof. Oui, ça y est. Le deuxième truc qui est énorme, c'est que, en fait, c'est de vous rappeler, en tant qu'hypersensible, vous rappeler que vous êtes hypersensible. C'est tout simple, mais ça change la vie. De vous rappeler, d'avoir conscience que vous n'êtes pas comme les autres.
Un hypersensible, je vais pas vous faire là, c'est pas l'objet de la vidéo, je vais pas vous faire un détail sur ce que c'est que l'hypersensibilité. Il y a des bouquins qui sont faits sur le sujet qui sont très bien. Je pense notamment au livre Je pense trop de Christelle Petit-Colin. Je vous noterai le nom dans la description. Je vous en parle à chaque fois que je vous fais une vidéo sur l'hypersensibilité parce que je trouve vraiment, pour moi, c'est la référence. Mais voilà, l'hypersensibilité, ce n'est pas juste avoir la larme facile. Il y a tout un fonctionnement qui est différent de la plupart des gens. Et en fait, il est primordial de le prendre en compte, en fait. Moi, j'ai beaucoup souffert parce que je me comparais à la norme. Et du coup, forcément, face à la norme, j'étais nulle, en fait. J'étais complètement en dessous de la norme. Ce qui était simple pour les gens, c'était impossible pour moi. Et en fait, j'ai été dans la lutte, je me forçais, je faisais tout mon possible à l'époque. J'ai tout essayé, j'ai fait de la thérapie comportementale, enfin voilà, pour travailler directement sur mon comportement, j'ai vraiment tout fait, et avec toute la bonne volonté du monde, mais je n'y arrivais pas. J'ai essayé, pour vous donner quelques exemples, j'ai essayé d'être à l'aise à l'école, parce que je faisais de la phobie scolaire, de prendre les notes, notamment avec de la distance, me dire c'est juste une note sur un papier, on va pas te juger personnellement, bah oui, mais je pouvais pas m'empêcher de le vivre d'une façon affective, parce que les hypersensibles ont ce rapport au monde qui est affectif, en fait, c'est comme ça, c'est dans notre nature, et voilà, et donc j'ai essayé de changer ça. Qu'est-ce que j'ai essayé de changer d'autre? J'ai essayé d'être, je sais pas moi, d'être à l'aise en société, parce que par exemple j'ai été très mal à l'aise dans les du coup enfants, quand il y avait un anniversaire, le fait de devoir aller à un anniversaire, j'ai observé que même si j'adorais ma copine qui m'invitait, et très vite je me sentais très mal pendant l'anniversaire parce qu'il y avait du monde, et après je savais pas décrire précisément, mais je sentais qu'il y avait un profond mal-être qui s'installait. Et puis finalement, j'en arrivais à trouver de vieilles excuses du style je peux pas, je dois aller voir ma grand-mère ce jour-là, enfin je ne pourrais pas être disponible. Et franchement, c'était pas simple parce que en fait, c'est presque, j'avais l'impression de vivre, je sais pas comment dire, de porter un lourd secret qu'il fallait pas que je partage. Et parce que c'est ça, je m'autorisais pas, ça me venait absolument pas à l'esprit de dire à mon ami, en fait, c'est juste comme ça, je me sens pas à l'aise dans les groupes. J'avais peur que ce soit mal pris, en fait, qu'elle le prenne personnellement, donc je trouvais des excuses. Et mine de rien, faire ça, je sais qu'on a été nombreux en tant qu'hypersensibles à faire ça, notamment enfants, il y en a qui continuent aussi à le faire adulte. Faire ça, en fait, c'est extrêmement. C'est catastrophique sur le plan de l'estime de soi, en fait. Parce que au moment où je mens pour dire que je ne vais pas venir à la fête, à cette fête-là, au moment où je mens, en fait, je me cache et je me fais sentir à moi-même, du coup, que je ne suis pas digne d'amour et que, en fait la vraie personne que je suis, c'est ça, en fait. La vraie personne que je suis, elle ne peut pas être comprise. Elle n'a même pas le droit d'être là, en fait. Donc c'est juste hyper violent quand vous répétez ça pendant des années. Voilà, faut pas s'étonner après arriver à un certain âge, mais qu'on soit complètement, qu'on ait une estime de soi qui est complètement bousillée, en fait. Donc ça, du coup, c'est justement en lisant le livre de Christelle Petit-Colin, Je pense trop, où c'est là que j'ai compris que j'étais hypersensible, et j'ai compris ça tard. J'ai été jeune adulte, je sais pas quel âge, je devais avoir 23 ans, un truc comme ça. Et j'aurais aimé le connaître plus tôt, clairement. Et en fait, à partir de là, euh, j'ai changé complètement de regard. J'ai arrêté d'essayer de correspondre à une norme, et quand j'avais des réactions dues à mon hypersensibilité, par exemple, être dans un groupe et sentir oula, je sais pas pourquoi, mais je me sens pas très bien là. J'ai besoin de. Il faut que je m'éloigne, il faut que je prenne un peu de distance physique. Avant, en fait, clairement, qu'est-ce qui se passait? Dès que j'avais cette pensée-là, je me jugeais tout de suite. Je me disais, putain, mais Chloé, tu peux pas faire un effort, regarde-les tous là, ça a l'air d'aller très bien, mais t'es complètement associable, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va pas, force-toi, souris, sois détendu. Et en fait, bon, forcément, ça marchait pas du tout. Et en plus, je repartais de là en général épuisée, comme je vous disais, c'est une grosse perte d'énergie, tout ça.
Et puis depuis que j'ai lu ce livre, et ben maintenant, quand je ressens par exemple, là c'est un exemple vécu, je me souviens d'une fois, il y avait voilà, on était un groupe pas énorme, hein, on était 5, mais à un moment donné je me suis pas sentie très bien. J'ai senti que j'avais besoin de m'éloigner, et ben je me suis éloignée. Alors je n'avais pas non plus envie de m'enfermer dans une autre pièce, je voulais continuer d'être en relation avec ces personnes, je voulais continuer de les écouter. Par contre, je me sentais pas à l'aise dans le groupe. On était debout en cercle, je me sentais pas bien. Et donc, je me suis écartée, et puis c'était dans chez des gens, et puis je me suis posée, c'était l'été, je me suis posée, j'ai mis les pieds dans l'eau de la piscine, et je continuais de les écouter. Et j'ai trouvé ça assez drôle parce que, en fait, j'ai observé que petit à petit, les gens, mine de rien, il y en avait un qui venait s'asseoir près de moi, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et puis en fait, les gens, finalement, finissent tous au bord de la piscine. Et j'ai trouvé ça, en plus, très intéressant et drôle, parce que mon objectif, c'était absolument pas d'influencer le groupe, c'est juste que j'ai senti que je me sentais pas bien. Je savais pas spécialement pourquoi. Moi, très souvent, je ne comprends pas trop ce qui se passe. Je capte plein d'infos. En fait, j'ai du mal à tout restituer. Mais c'est pas grave. J'ai appris aussi que c'était pas grave de pas comprendre. Par contre, c'est important de respecter le message qui est reçu dans le corps. Et dans mon corps, ça disait il faut que je m'éloigne. Et du coup, aussi de voir finalement que les gens s'étaient déplacés, j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit finalement, bon, je sais pas ce que j'avais capté, mais si ça se trouve, je sais pas, j'avais peut-être capté un malaise général. Peut-être qu'en fait, les autres personnes se sentaient pas forcément bien, elles non plus, mais je sais pas, par éducation, parce qu'on n'est pas trop éduqué à suivre sa propre voie, son propre chemin, bah, les gens restaient tous debout. Et moi, c'est vrai qu'extérieurement, moi j'avais l'impression que tout le monde était très à l'aise dans cette position, mais peut-être pas. Peut-être que c'était des gens qui étaient aussi capables de le cacher. Moi, des fois, j'ai l'impression que les gens, entre guillemets, normaux, c'est-à-dire qui ne sont pas hypersensibles, la seule différence entre les hypersensibles et ces gens-là, enfin, une des différences en tout cas, c'est que les gens qui sont pas hypersensibles, ils ont beaucoup une capacité à masquer ce qui se passe. Là où, en tout cas, je parle dans mon cas, parce que je sais qu'il y a des hypersensibles qui arrivent à masquer, mais moi, j'ai jamais réussi. Moi, en tout cas, il y a vraiment un truc, voilà, ça s'impose à moi, l'émotion s'impose à moi. Et donc, ouais, je me suis dit finalement, bah, peut-être que j'ai capté sensiblement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le groupe, un malaise général. Et en m'écoutant, en fait, je leur ai permis aussi de s'écouter. Et je me suis dit que c'était quand même fort aussi. J'y ai vu un truc plus large aussi sur l'hypersensibilité. J'avais évoqué ça une fois dans un post aussi sur Facebook. C'est qu'en fait, des fois, j'ai l'impression qu'en tant qu'hypersensible, on est aussi là pour montrer, entre guillemets, la voie de la sensibilité, justement, aux gens qui ne sont pas hypersensibles. C'est-à-dire euh, leur montrer qu'ils ont le droit, eux aussi, parce que les personnes hypersensibles, elles ont aussi des émotions, en fait. Qu'elles ont le droit d'écouter ce qui se passe en elles, elles ont se donner le droit de pleurer, par exemple, en public. C'est une chose qui, voilà, je pense, qui met mal à l'aise la plupart des gens. En général, on n'ose pas ça. Les tic-tic que vous entendez, je suis désolée si vous les captez, c'est les griffes de mon chien parce qu'il y a du parquet. J'espère que ça va pas trop embêter. Il cherche une place, il va la trouver. Donc oui, j'ai vraiment ce sentiment que on est... peut-être que, je sais pas, hein, c'est comme si on était fait pour ouvrir la porte d'un monde justement plus sensible, où on va plus être à notre écoute, où on va plus prendre soin de nous aussi. Donc voilà, ça c'est un truc capital qui m'a vraiment changé la vie, c'est-à-dire en gros j'arrête de me forcer. Arrêter, franchement, faut arrêter de se forcer pour correspondre en plus à une norme qui finalement, où je vous dis, on fait des suppositions. Moi je supposais par exemple que les gens ils étaient très à l'aise là et qu'il n'y avait que moi qui n'était pas bien d'être dans cette situation debout, mais en fait apparemment ils se sont tous déplacés, donc peut-être que en fait, ils n'étaient pas forcément très bien. Il faut arrêter en fait de faire des suppositions sur ce qu'est la norme et d'essayer de correspondre à cette norme. Et en fait, il vaut mieux clairement suivre ce qui se passe à l'intérieur de nous. Juste ça, c'est déjà énorme quand on n'a pas été éduqué à ça. Ça demande beaucoup de courage. Mais franchement, la récompense est énorme. On en ressort avec un bien-être, beaucoup plus d'énergie, comme je disais, parce qu'on n'est pas occupé à essayer de lutter contre soi. Et en plus, on peut faire du bien à son environnement aussi,
en étant à l'écoute de soi, on va capter des choses, on va entre guillemets aussi montrer l'exemple. Voilà, par exemple, je sais pas, il y a un truc, il y a une ambiance qui est tendue, ça commence à chauffer, je sais pas, ouais, je m'éloigne. Je montre aussi, là, par mon attitude, je ne veux pas prendre part à ça, je préfère vivre dans un monde de douceur, un monde de bienveillance. Je, par mon comportement, je montre aussi, j'incarne, en fait, j'adore cette citation de Gandhi, j'incarne le changement que je veux voir dans le monde. Et en tant qu'hypersensible, comme on est connecté, on est hyper connecté à ce qui se passe pour nous, on est connecté à nos émotions. Les émotions, finalement, enfin, c'est des messagères incroyables qui nous parlent de ce qui se joue là, de ce qui est présent là, au-delà de ce que notre cerveau nous dit. C'est des messagères moi, je trouve de dingue. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était mes ennemis, mais en fait, elles sont hyper précieuses, ces émotions. Et donc oui, les écouter, se mettre vraiment en lien avec elles et agir en conséquence, prendre soin de ça, ça peut avoir des conséquences qui ne sont que bonnes, en fait, qui ne sont que bienfaitrices pour nous et pour l'humanité, je pense. Donc voilà, ça c'était la deuxième, la deuxième petite habitude. Et la troisième, alors celle-ci, je suis en travail dessus, ça fait un moment que j'y pense, je me dis, il y a quelque chose de super fort là-dedans, il faudrait que je fasse une vidéo. Et puis en même temps, je n'étais pas hyper à l'aise de faire une vidéo là-dessus parce que je suis pas, je suis pas rodée sur le truc, je suis pas, je suis en chemin en fait. Mais je me dis, voilà, là je me suis dit que j'allais vous le partager avec les deux autres habitudes que j'ai prises. En fait, c'est un truc qui m'est venu suite à une lecture. Alors, justement, c'est Christelle Petit-Colin aussi, donc c'est la même auteure que celle qui a fait Je pense trop. Elle a fait un livre sur les émotions que je vous ai présenté sur la chaîne. Alors, comment il s'appelle? Émotions, mode d'emploi, je crois. Si j'ai dit une bêtise, je le rectifierai dans la description. Il me semble que c'est ça. Je vous mettrai aussi le détail dans la description. C'est un livre qui est génial. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce que fait cette femme. C'est un livre qui est génial, qui est tout petit, qui coûte 4 euros, je crois, un truc comme ça, ou 5 euros. Enfin, c'est un petit bouquin de poche qui paye pas de mine, mais c'est une véritable mine d'informations. Il est d'une richesse incroyable sur le monde des émotions. Et j'ai pas trouvé son équivalent, honnêtement, là aussi. Je regarde beaucoup ce qui se fait sur le monde des émotions et en général, je suis toujours déçue. Toujours une approche qui me dérange. Et là, pour le coup, j'ai vraiment été séduite par son approche. Mais ici, je dis pas de conneries, je crois bien qu'elle est hypersensible. Donc forcément, voilà, une personne hypersensible qui écrit sur l'hypersensibilité, ça aide. Alors je sais qu'il y a d'autres, hein, il y a d'autres auteurs qui sont hypersensibles qui écrivent sur le sujet, mais je sais pas, elle, je trouve que... Enfin, en tout cas, elle résonne particulièrement. Et puis après, voilà, des fois, vous avez des docteurs ou des psys qui parlent de l'hypersensibilité, mais sans le vivre vraiment d'intérieur. Et ça, moi, pour le coup, j'ai plus de mal en général. Donc ouais, ce bouquin-là, en fait, moi, ce que j'en ai retenu, ce que j'ai trouvé très fort et qui a été une vraie prise de conscience pour moi, avec cette auteure-là, j'ai des vraies prises de conscience, c'est qu'en fait, elle nous explique que souvent par notre éducation, en fait, on fait l'amalgame entre l'émotion et l'action qui suit l'émotion. C'est-à-dire, en gros, par exemple, un enfant donne un exemple d'une petite fille qui veut donner un coup de pelle, c'est assez drôle en plus, un coup de pelle à un enfant qui veut lui piquer son seau dans un bac à sable, elle est en train de jouer à un bac à sable, on veut lui piquer son seau, elle lui met un coup de râteau, un coup de pelle sur la tête du petit, et forcément, ce qui se passe, c'est que sa mère intervient, l'engueule, la gronde, et prend le seau et le donne à l'autre enfant en lui disant tu t'es pas gentil, tu devrais prêter tes affaires. Forcément, c'est le drame chez la petite. Et je trouve très intéressant parce qu'en fait, elle décortique un petit peu ce qui se passe. Et elle dit, en fait, ce qui se passe, c'est que l'enfant n'a pas forcément compris que c'était le coup de pelle qui était pénalisé. En fait, elle croit que c'est son émotion. En fait, tout est imbriqué. Il y a l'émotion de la colère qui entraîne le coup de pelle. Mais ce sont deux choses différentes. Mais en fait, là, la punition arrive et c'est pas vraiment précisé. Qu'est-ce qui est puni? En fait, l'enfant comprend finalement que c'est la colère qui est punie et comme si la colère aussi était forcément en lien avec le fait de frapper l'autre. Alors qu'on peut être en colère sans passer à l'acte, en fait. Enfin, sans être violent, quoi.
Et du coup, elle détaillait ça et elle disait, bah, du coup, la prochaine fois, l'enfant, il va feindre, pourquoi pas, en fait, une autre émotion. Par exemple, enfin, les enfants apprennent vachement ça. Par exemple, la tristesse, remarquer que la tristesse va être mieux accueillie que la colère. La colère va être punie, la tristesse va être plus accueillie. En fait, l'enfant va truquer un petit peu ses émotions pour attirer tel ou tel comportement chez l'adulte, alors que l'adulte, enfin, c'est un problème d'éducation en fait. L'adulte, il veut juste apprendre à son enfant à pas être violent, voilà. Mais enfin, bon, je vais pas vous détailler tout ça parce que c'est pas l'objet de la vidéo et surtout, je vous invite à aller lire le bouquin qui vous expliquera bien mieux que moi, qui est vraiment super bien fait. Mais moi, en fait, ce que j'ai retenu, c'est en fait, je me suis dit, mais c'est fou parce que vraiment, en fait, c'est ça dans ma vie en tout cas. Je fais comment dire, je mélange émotion et action. En fait, donc je vous le dis au cas où vous soyez dans le même cas que moi, je pense pas que je sois la seule dans ce cas. En fait, par exemple, j'ai peur en tant qu'hypersensible, j'ai des émotions qui sont très fortes et j'ai peur, par exemple, j'ai peur de ma colère. J'ai très très peur de ma colère. Et j'ai peur aussi, aussi très peur de mon chagrin. Pourquoi ? Parce que c'est des émotions qui sont inconfortables en fait. Voilà, j'ai pas peur de ma joie. Ça pourrait, hein, mais parce que des fois, c'est vrai que les éclats de joie peuvent être aussi mal accueillis en société. De toute façon, tout ce qui est un peu intense, c'est mal accueilli. Euh, mais, euh, mais moi, là, c'est vraiment le chagrin et la colère. Et en fait, je remarque que donc j'ai très peur, j'ai vraiment très très peur de me mettre en colère. Vraiment, du coup, je serre tout parce que je veux pas être dans cette émotion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai fait l'amalgame. En fait, je pense, j'ai vraiment la croyance, c'est une croyance en fait, que la colère, c'est forcément. Pourquoi je veux pas me mettre en colère ? Mais parce que j'ai peur de devenir agressive. J'ai peur de devenir violente en fait. Et je ne veux pas être violente, je veux vivre dans un monde de paix et de bienveillance. Je veux surtout pas être cette personne, je ne veux pas blesser, je veux pas. Voilà. Donc je ligote ma colère avant même qu'elle ne puisse s'exprimer. Je veux pas, en fait, je refoule. Je fais pareil avec la tristesse. Chez moi, ça peut aller très loin. Le chagrin, notamment. Moi, ça peut. Je vous ai parlé dans d'autres vidéos où j'ai une grosse période de dépression et moi, le chagrin peut parfois se muter en autodestruction en fait. Donc j'ai peur de ça, j'ai vraiment peur de ça, je ne veux pas arriver à ces extrémités et donc je m'empêche de ressentir le chagrin. Et en fait, du coup, je cogitais sur ça et je me disais, mais il y a un amalgame que je fais qui n'est pas juste, c'est-à-dire que je peux ressentir, et je suis en train de, comme je vous dis, de travailler sur ça, je suis en chemin par rapport à ça, je, j'ai le droit, ma colère, elle a le droit d'être là. Mon chagrin, il a le droit d'être là. Et ils peuvent être aussi intenses qu'ils le désirent, quoi. Il n'y a pas de limite à mon chagrin ou à ma colère. J'ai pas à la limiter. Par contre, en effet, j'ai le choix de la stratégie que je vais utiliser, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais faire. En effet, je sais que la colère peut m'emmener à être très agressive, et voire même violente. Je sais que le chagrin peut m'emmener à être dans de l'autodestruction me concernant. Mais je ne suis pas obligée. En fait, c'est détaché. Ce n'est pas l'émotion, ça, c'est une action, c'est une potentielle conséquence, mais justement, on n'est pas des animaux et on est capable d'agir sur ces choses-là. Et donc, je suis en train, en ce moment, mais ça fait. Je pense qu'il faut du temps hein, quand on a été éduqué dans un truc comme ça où tout s'est imbriqué et on ne sait plus trop où on en est. Mais je suis en train de me dire maintenant, ok, quand j'ai une émotion, j'ai le droit. Je vais vous donner un exemple. C'était avec la colère. À un moment donné, j'ai une colère, mais voilà, comme les hypersensibles peuvent en connaître, très très forte vis-à-vis de mon compagnon. Et elle était énorme, et notamment avec du coup, oui, une envie de faire du mal. Voilà, je suis honnête, vraiment une envie de faire du mal. Et après, bien sûr, voilà, ma conscience ne voulait pas aller jusque-là, mais voilà. Et donc, j'avais ma colère, et donc je me suis dit, attends, donc d'habitude, ce que je fais, moi, c'est que je réprime. Et là, je me suis dit, attends, t'es en colère, t'as le droit d'être en colère. Justement, je repensais à ce livre et tout ça, et je me suis dit, ok, laisse cette colère. Et en fait,
j'ai trouvé une autre stratégie que celle de faire du mal à mon compagnon, chose que j'aurais énormément regretté ensuite. C'est que en fait, j'ai fait vraiment spontanément, mais je l'ai canalisé cette colère en allant marcher. Alors, je suis pas du tout une grande sportive, je déteste courir. Par contre, j'adore marcher. Et en fait, je suis dans un endroit où il y a des montées, vachement, une espèce de grande colline. Et donc, même en marchant, quand même, quand vous marchez bien, vous faites monter un peu le cardio. Donc, j'ai monté la colline. Du coup, j'ai fait un petit peu monter voilà, c'était un peu sportif. Et en fait, j'ai fait presque un truc qui pouvait ressembler à la divination. J'ai confié ma colère à la colline et je lui ai dit, voilà, je suis très très en colère par rapport à mon compagnon, mais je ne veux pas lui faire de mal. Je voudrais trouver une solution qui me permette de nourrir mes besoins, en fait, parce que là, je me sentais pas du tout nourrie dans mes besoins, de nourrir mes besoins sans lui faire du mal. Et j'ai grimpé ma colline hyper investi. Et c'était incroyable parce que je vous promets, arrivé au sommet, c'était vraiment, ça s'est passé comme ça, arrivé au sommet, j'ai eu genre un éclair de génie et j'ai eu une solution qui était autre chose que de la violence, en fait, qui m'est apparue. Euh, et à partir du moment où j'ai eu cette idée, ma colère, elle était plus là, en fait. J'ai trouvé ça incroyable parce que je peux vous assurer que ma colère, elle était... je pouvais enflammer tout le pays. Vraiment, j'étais très très énervée. Et ma colère a disparu en une fraction de seconde, en fait, à partir du moment où j'ai eu cette idée, cette stratégie différente, qui n'était pas de la violence. Et donc j'ai redescendu ma petite colline hyper contente, hyper sereine, et je suis revenue, j'ai parlé à mon compagnon, et je lui ai dit c'est bon, j'ai trouvé une solution, et du coup j'ai discuté, et j'ai exposé la solution que j'avais trouvée, enfin, et en fait tout s'est super bien fini. Parce que finalement, moi, je connaissais que deux solutions, j'en ai trouvé une troisième. Moi, je connaissais que la solution je me suis possédée par ma colère et je la laisse m'emmener à des extrémités que ensuite je regrette. Donc la violence, ça je l'ai vécu, je veux plus le vivre, vraiment. Moi, je connaissais ça, genre à dominer par sa colère qui nous fait faire des trucs qu'après on regrette, ou je connaissais réprimer. Donc mettre un couvercle, mais ça rend malade, franchement, dans le sens clair. Enfin, en plus, on peut somatiser, en fait. Vous pouvez avoir après le corps qui s'exprime avec un mal de tête, c'est vraiment super mauvais. Ou alors la colère, elle va ressortir 4 jours après sur un truc qui avait rien à voir. Donc, c'est pas non plus une super solution. Et là, j'ai trouvé cette troisième solution, c'est-à-dire d'accueillir, vraiment de laisser toute la place à mon émotion, en ayant confiance que je vais trouver une stratégie autre que la violence, dans le cadre de la colère, autre que la violence pour m'apaiser. Parce que finalement, la colère, après, je ne veux pas vous faire un cours sur les émotions. Là aussi, je vous renvoie au bouquin de Christelle Petit-Colin, Mode d'emploi des émotions. Mais la colère, entre autres, c'est une question. Souvent, quand ça se réveille, c'est une question de territoire. On se sent qu'il y a quelqu'un qui a franchi certaines limites, en fait. Donc, on a besoin de reposer des limites. Et on croit, malheureusement, souvent, en tout cas, moi, c'est mon cas, qu'il n'y a que par la violence qu'on peut repousser l'ennemi. C'est assez primitif. Et encore une fois, on n'est pas des animaux. On peut trouver d'autres solutions, d'autres stratégies. Tout ça, ça demande quand même vachement de confiance, en fait. Vachement de confiance en soi et en ses ressources et aussi de confiance en son émotion, j'ai envie de dire, de ne pas la voir comme quelque chose de négatif, comme quelque chose d'étranger à soi-même. Moi, je le voyais comme quelque chose presque d'étranger à moi-même, comme un monstre qui se réveille en moi, genre, oh mon Dieu, comment je vais faire pour contrôler ça? Donc, je peux pas vous en parler plus que ça parce que je suis vraiment en chemin. C'est là, je vous ai donné un exemple, j'en suis assez fière, mais il y a d'autres situations où c'est encore un peu compliqué pour moi. Parce que j'ai vraiment, avec le temps, j'ai développé une peur, vraiment une peur liée à mes émotions me font peur, je vous avoue, voilà, je suis en chemin par rapport à ça. Mais je voulais du coup quand même vous le partager, je me dis que ça pourra peut-être résonner avec vous et en tout cas peut-être aussi vous encourager à acheter le bouquin de Christelle Petit-Colin que je trouve génial. Voilà donc pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous aura parlé, que vous aurez pu peut-être vous sentir aussi rencontré, vous sentir un petit peu moins seul. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.